Entre Chambéry, Chamonix et Kyoto, Amandine, Jeanne et Apolline attendent leur histoire, comme un voilier attend le vent. Marie-Gabrielle Mestre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour l'escale de Jeanne. Merci. Ces mots sont dans la dernière de couverture de votre roman « Les Noisettes vertes » aux éditions La Fontaine de Siloé. Est-ce que le vent est venu depuis ? Non, je pense que je l'attends encore. Je l'espère en tout cas. Et je pense qu'il y a toujours un événement imprévisible qui correspond à la poésie, qui fait qu'on attend que quelque chose se passe. Alors, Les Noisettes vertes, entre la Savoie et Kyoto. 3 héroïnes, Amandine, Jeanne et Apolline. Et vous me dites « je » là, c'est formidable. Ça veut dire que quelque part, vous êtes entre les 3 personnages. Oui, je pense que je suis une partie de chacune, mais pas forcément dedans complètement, dans le sens où il y a beaucoup d'influences de personnes que j'ai aimées, d'amis, de souvenirs, d'imagination. Donc je ne pense pas qu'il y a vraiment tout le temps moi dedans. Les Noisettes vertes, comme je le disais tout à l'heure, entre la Savoie et Kyoto, qu'est-ce qui vous a fait faire ce tissage entre la France et le Japon ? Alors j'adore le Japon. J'ai une amie japonaise quand j'étais étudiante et j'adore aussi les fleurs de cerisier. Oui. C'est très poétique. C'est à la fois la déchirure et à la fois la beauté éphémère. Et du coup, c'est aussi la première dédicace que Christian Bobin m'a offerte, où sur noir clair, quand je l'ai vu en 2015. Et il m'avait écrit pour ma fille et moi, pour Marie-Gabrielle et Héloïse, quelques pétales de cerisier, amicalement, Christian Bobin. Donc du coup, dans mon livre, j'ai voulu aussi qu'il y ait ces fleurs de cerisier qui sont d'ailleurs sur la couverture de mon livre. Ce sont vos estampes personnelles, ces fleurs de cerisier. Exactement, je cherche vraiment à saisir ça, cette beauté fulgurante qui vraiment nous touche au cœur. Le roman, enfin c'est aussi un essai, parce qu'il y a beaucoup de philosophie dans cette quête de l'amour, est tissé quand même de beaucoup de vers de Paul Éluard. Paul Éluard, qu'est-ce qu'il est pour vous ? Alors Paul Éluard, c'est mon grand amour. Oui. C'est mon grand amour de jeunesse aussi. Je pense que c'est ça aussi qui est très profond. Et j'aimerais vous lire un vers, enfin plusieurs vers de lui, un poème qui s'intitule « La nuit n'est jamais complète ». La nuit n'est jamais complète, il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. C'est beau. Ah, je trouve ça magnifique. Et chaque mot vous parle, le rêve, la nuit, tout. Tout à fait, et puis la fenêtre aussi. Je trouve que face aux échecs, j'aime beaucoup le philosophe Charles Pépin, oui. Et il dit que face aux échecs, on peut voir ça comme une porte qui se ferme ou une fenêtre qui s'ouvre. Selon. Voilà. Et moi, évidemment, je vois que des fenêtres. À vous lire, j'ai trouvé aussi une passionnée. Vous avez en vous quelque chose du chemin de Compostelle, comme un pèlerin. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je cherche tout. Oui, c'est une quête. Enfin, j'aime beaucoup les romans de chevalerie du Moyen-Âge comme Lancelot, Yvain, voilà, ces grands personnages qui cherchent, et Perceval par exemple, les troubadours aussi dans les châteaux qui se promènent et en même temps qui portent une parole poétique. Et c'est vrai que j'ai une quête, mais alors de la poésie, de l'amour, de la lumière, de Dieu aussi, puisqu'il y a une quête spirituelle derrière sacré, aussi. Oui, tout à fait, c'est un chemin sacré quelque part. Et on arrive au bout de Compostelle, ou bien on cherche toujours? Je pense qu'il ne faut jamais arriver à saisir le Graal, que ça reste toujours ouvert, que ça reste un horizon, ça je pense que c'est très important. Et puis il y a le chemin, mais il y a aussi ceux qui cheminent. Et c'est aussi les rencontres qui sont essentielles dans la vie. Bien sûr, les compagnons du chemin. Et ça, c'est une découverte tout le temps, c'est vraiment l'imprévu. Et c'est ça que j'aime beaucoup, l'imprévu dans la vie.
On y reviendra tout à l'heure, mais vous êtes professeur de français aussi. Donc je crois que la littérature, en même temps les mots, c'est à la fois votre grande ardeur et votre métier. Oui, effectivement, c'est vraiment essentiel, les mots, la beauté des mots. Les élèves lisent de moins en moins, malheureusement, et je pense qu'ils passent à côté de ça, d'une fragilité aussi, hein, puisque la beauté est fragile, mais quelque chose qui est vraiment essentiel et qui est aussi émouvant, qui touche au cœur. C'est le temps qui manque ou bien c'est simplement ces temps qui les distraient de tout ça? C'est le temps, c'est la société aussi qui voit beaucoup de choses sombres et ils sont abîmés par ça, ils sont abîmés par les écrans, par les médias dans le sens les réseaux sociaux hein, et les jeux vidéo. Mais ils ont une force quand même d'enthousiasme, de fraîcheur qui est un véritable trésor. Et donc on peut avoir des échanges avec eux qui sont très très constructifs et lumineux en fait. Dans votre livre, je reviens à votre livre, donc Les Noisettes Vertes, il y a une quête de l'amour tout au long du livre. L'amour, c'est le centre de votre propre quête. Quand je dis amour, c'est dans le grand... Oui, tout à fait. L'amour, l'amitié, oui, bien sûr. Je pense que c'est vraiment la chose essentielle. Je pense qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, hein, comme disait une citation célèbre. Je crois que c'est ça qui reste, en fait, après tout. Après, enfin, du moins, je l'espère, qu'il y ait cette force-là qui nous relie après la mort ou à travers l'absence, à travers la distance, que les battements de cœur soient en fait toujours invincibles. C'est très beau ce que vous dites, mais en même temps, l'amour a je dirais, son côté aussi douloureux. Oui. Il a aussi ses frustrations, le terrible de l'attente aussi parfois. Oui. Tout à fait, c'est en fait douleur et joie. Alors récemment, j'ai fait découvrir à mes élèves un poème de Louise Labbé, « Je vis, je meurs, je me brûle et je me noie ». Et ils ont bien compris, et ça leur a parlé, hein, qu'on peut souffrir en étant amoureux, mais en même temps, c'est la force aussi de cet amour qui se donne hein, et qui prend le risque de souffrir finalement. C'est beau. Et aussi, je fais avec eux des poèmes de Ronsard. Et je trouve que c'est très important qu'ils se rendent compte de la fragilité aussi de l'amour et du temps qui passe et du carpe diem, et qui n'est pas un carpe diem pour profiter de la vie, mais plutôt pour savourer tous les beaux moments et trouver justement ces moments-là. Vous croyez en Dieu, vous croyez dans le paradis, vous croyez dans l'au-delà. Où se trouve Dieu dans cet amour? Est-ce que vous lui en voulez de temps en temps? Oui, je lui en veux, oui, je doute aussi, bien sûr. Bien sûr, voilà. Je lui pardonne. Mais je pense que... Enfin, j'ai vraiment traversé, moi, je traverse encore des nuits de l'âme, hein, dès qu'il y a des épreuves, des déceptions, des échecs. Mais j'ai foi quand même, disons que j'ai confiance en quelque chose, en une bienveillance, en une lumière. Voilà, je cherche la lumière. Et une douceur aussi. Vous avez, je crois, aussi une grande admiration pour notre cher Jean Lavoué qui nous a quittés, je crois, en mai dernier. Jean Lavoué. Qui est Jean Lavoué pour vous? Alors Jean Lavoué, pour moi, c'est vraiment un ami de Christian Bobin, puisque j'ai découvert ce poète breton à la mort de Christian Bobin, et parce qu'il avait publié un hommage de Adeline Baldacchino, qui est une poétesse extraordinaire. Et en lisant cet hommage, j'ai découvert donc ce poète, j'ai regardé un petit peu ce qu'il écrivait, et j'ai été très émue par ce qu'il écrivait et par sa foi, par son espérance, sa confiance, malgré toutes les épreuves qu'il a vécues. Et puis aussi, c'est parce que j'avais envoyé à Christian Bobin ma dernière carte, c'était un rouge-gorge. Et derrière, je n'avais rien mis, donc c'était vraiment le silence, la neige. Et quand j'ai acheté Ce rien qui nous éclaire de Jean Lavoué, eh bien, il y avait un rouge-gorge en fait à l'intérieur. Bon, déjà dessus le livre, et puis surtout à l'intérieur, il y a un immense rouge-gorge. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, mais finalement, Christian Bobin me dit, je suis mort, du moins je ne suis plus là, mais je te confie un ami, je te présente un nouvel ami, un nouveau poète. Voilà, je le vois un petit peu comme une transmission de la part de Christian, un signe de Christian.
Vous aviez préparé, je crois, un mot pour rendre hommage à Jean Lavoué. Oui, alors un poème. Descendras-tu jusqu'en ce pays où mort et vie sont tressés du même jonc? Ne t'inquiète pas du jour qui vient. L'amour saura bien élargir l'horizon. C'est Jean Lavoué, je le reconnais entièrement. Voilà, j'aime cette espérance, cette confiance, malgré les épreuves. Oui. Christian Bobin, je sais que vous faites partie des personnes qui aiment toujours, d'ailleurs comme beaucoup d'entre nous, énormément Christian Bobin. Mais en même temps, il y a ceux qui ont correspondu avec lui et qui sont rentrés dans une forme, entre guillemets, d'intimité dans cette correspondance. Parce que Christian Bobin, je crois, écrivait aussi, répondait à chacun. Et je sais que beaucoup de personnes n'ont pas pu le rencontrer parce qu'il correspondait, mais c'est comme s'il ne voulait pas que la rencontre fasse fausse, à part bien sûr dans les dédicaces, etc. Et ça a créé parfois des frustrations, surtout qu'il est décédé. Alors, racontez-nous Christian Bobin pour vous. Alors, Christian Bobin, c'est mon grand amour, oui. Je crois qu'on peut le dire comme ça, mon grand amour littéraire. Et je l'ai rencontré en 2015 dans une situation où j'étais très triste puisque j'avais mon collègue, mon CPE de mon collège qui s'était suicidé. Et donc je me suis réfugiée dans la littérature, dans la poésie et je l'ai vraiment découvert par hasard. Et en lisant ses livres, j'ai été émue au plus profond et tout de suite je lui ai écrit pour lui demander de le voir. Et donc il m'a répondu une très gentille lettre, mais en me disant non. Mais en me disant de façon très juste que le silence, le retrait, cette distance était nécessaire à son écriture, était le garant de son écriture. Et alors évidemment, j'étais vraiment déçue, puisque comme je n'aimais jusqu'à maintenant que des écrivains morts, oui. J'avais enfin un écrivain vivant, qui était le seul qui m'intéressait donc dans cette époque, dans notre époque. Et j'étais plutôt triste, et puis comme si j'avais raté quelque chose en fait, en me disant finalement je suis pas à la hauteur de cette rencontre. Et on a correspondu de longues années, et au fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Il avait besoin justement de cette distance pour pouvoir écrire, pour pas tarir la source de son écriture. Et d'ailleurs, il m'avait dit qu'il ressemblait un peu à Emily Dickinson, où il avait besoin de ça. Et d'un autre côté, donc au départ, effectivement, j'étais triste, mais après, je me suis mise un petit peu en retrait aussi. Et du coup, j'ai réussi à finir d'écrire mon premier roman. Et je l'ai mis dans mon roman, c'est-à-dire que j'ai créé un personnage, un poète japonais qui s'appelle Yukimori, la forêt enneigée. Et c'est mon hommage pour Christian, c'est-à-dire que je l'ai fait revivre quelque part, même s'il n'était pas décédé à ce moment-là. Mais je l'ai créé dans un personnage de fiction. Et les pétales de cerisier sont revenus. Voilà, les pétales de cerisier sont revenus. Mais moi, Christian, il a toujours été pour moi associé à Ghislaine. Oui. C'est vraiment un peu comme Orphée et Eurydice. Oui. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Tout ce qu'il a écrit avant Ghislaine est extrêmement beau. On a tendance à oublier ces œuvres-là, mais comme Le 8e jour de la semaine, par exemple, ou Éloge du rien. Et après sa mort, j'ai rencontré Hélène, la fille de La plus que vive. Oui. Et du coup, une amitié est née, et je trouve que c'est magnifique finalement, parce que même si j'ai raté la rencontre avec Christian, eh bien quelque part maintenant je suis amie avec la fille de La plus que vive. C'est formidable. C'est extraordinaire. Moi, je pense que c'est un signe de Christian, peut-être qu'il ne pouvait pas me rencontrer sur cette terre, et que finalement, il m'a dit tu peux maintenant être amie avec celle que j'adore, c'est-à-dire Hélène, en fait. Oui, oui. Vous vous promenez beaucoup, je crois, parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de paysages. Et souvent, quand on voit beaucoup de beaux paysages, etc., nous avons l'impression que les personnes marchent. Vous, c'est une promenade, c'est la même chose. Oui, effectivement, j'aime bien me promener. J'aime bien skier aussi quand il neige. Mais j'ai vraiment besoin des montagnes.
les montagnes enneigées, surtout parce que j'adore la neige pour sa beauté, sa pureté. Et là, je rejoins vraiment Christian Bobin par rapport à l'admiration et l'amour qu'il avait pour la neige. Et les montagnes, pour moi, elles ont... en fait, elles me protègent parce que c'est vraiment un des remparts de pierre. Mais en même temps, elle me donne envie d'aller voir ce qu'il y a derrière, en fait. Donc, elle me donne envie de partir aussi. Donc, c'est un double mouvement, mais c'est vrai que j'adore la nature et je me ressource, en fait, dans les bras de la nature. Et peut-être vous allez nous lire un petit passage de Christian Bobin, parce qu'on reparlait par rapport à la nature, et là, c'est la nature. Oui, tout à fait. Donc, c'est un extrait du Christ au coquelicot. Oui. Et Christian dit « Il y a des îles de nuit dans le plein jour, des îles pures, fraîches, silencieuses, immédiates, l'amour seul sait les trouver. » L'amour toujours. L'amour toujours, oui. Oui. Dans ces montagnes dont vous parlez, vous aimez l'autre versant de la montagne, donc voir ce qu'il y a de l'autre côté, il y a aussi peut-être cette élévation qui est vous, cette quête du sacré. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'adore, par exemple, les phares en Bretagne. Oui. Et j'ai pas hésité à traverser la France pour aller voir un ancien gardien de phare, Louis Causan, qui est un homme extraordinaire. Et c'est vrai que je n'hésite pas à faire des kilomètres pour partir un petit peu à l'aventure. Voilà. J'adore un vers de René Guicadou qui dit « L'aventure n'attend pas le destin ». Et je trouve ça formidable. Jean Lavoué aimait beaucoup Cadou. Jean Lavoué aimait beaucoup Guy Cadou, exact. Moi, j'ai trouvé que dans votre livre, dans votre personne aussi, un peu mystérieuse, mais en même temps, encore une fois, quand je dis exaltée, c'est un très beau mot, mais passionnée, disons. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup il y a des petites brisures qu'on sent, et en même temps, on a l'impression que vous les dépassez. Et en lisant ce livre, c'est comme si vous aviez, je sais pas, des choses sur lesquelles vous marchez, qui pourraient vous blesser, mais en même temps, vous êtes arrivé à sautiller par-dessus. Oui. Oui, vous avez raison, Jeanne. Effectivement, j'ai traversé des épreuves comme n'importe qui. J'ai raté, par exemple, l'agrégation dont je rêvais. J'ai raté mon mariage puisque j'ai divorcé. J'ai eu l'épreuve de l'hôpital aussi. Donc, je pense que j'ai traversé un petit peu des passages délicats, on va dire. Et du coup, il y a une déchirure qui est là, ça c'est certain. Mais je crois toujours dans des rebondissements romanesques. Voilà, je crois toujours. Alors parfois, j'ai eu des échecs cuisants, mais surtout en amour. Mais j'espère toujours qu'il y ait justement une fenêtre qui s'éclaire. Et soit par la prière aussi, mais aussi l'espérance avec un grand E. Et puis parfois, il y a aussi la chance, le hasard, le destin, je ne sais pas, mais des choses très belles qui se passent. Et je pense à Christian qui disait qu'il écrivait pour saisir la lumière. Il pesait la lumière et il pesait l'ombre sur un plateau minuscule. Et il disait aussi qu'un gramme de lumière faisait contrepoids à des kilos d'ombre. Et ça, je trouve ça très beau. Et effectivement, moi, je cherche cette lumière-là. Et je sais qu'elle existe parce qu'il y a des choses très belles dans le monde. Simplement, on ne les voit pas ou on ne veut pas les voir. On est encombré. On est très encombré, très encombré. Ce sont surtout des choses fragiles, des choses toutes simples, dont on a l'habitude finalement de les voir. Et pourtant, elles sont là et elles brillent. Le titre de votre livre, pourquoi vous avez choisi Les Noisettes Vertes ? Alors, Les Noisettes Vertes, des belles rencontres, parce que je trouve que les rencontres dans la vie, c'est très précieux. Ça apporte énormément de fraîcheur. Et c'est aussi une sorte d'ouverture vers quelque chose qui est là, que je ne saisis pas encore, que j'espère aussi. Et donc, en fait, c'est vraiment l'ouverture. Il y a ce passage que j'aime beaucoup de votre livre, qui est très poétique, très romantique aussi, et qui est très, je dirais, bouleversant, parce qu'il y a dedans tout. Il y a beaucoup d'attentes, peut-être. Je voulais le lire, mais je pense que c'est à vous de le lire. Ce soir à Chambéry. Ce soir-là, à Chambéry, les montagnes semblaient, au fond de la nuit, des récifs de coraux bleus. Les nuages nageaient comme des poissons. Apolline rêvait dans sa chambre. Elle avait fini de corriger ses copies, ses cours étaient prêts pour le lendemain. Des dossiers colorés et des manuels scolaires parsemaient son bureau. Sa bibliothèque débordait de livres en désordre et de recueils de poèmes.
La photographie de son poète préféré, Paul Éluard, rayonnait dans la pénombre. Elle ouvrit un tiroir, caressa un coquillage et respira le parfum d'une fleur séchée qu'elle avait cueillie un été à Saint-Malo, près de la tombe du grand Chateaubriand. Elle attendait que le vent se lève et qu'un événement surgisse dans sa vie. Cet éclair, si fréquent dans les romans, n'avait pas encore illuminé son existence, mais l'imprévu pouvait éclore à tout moment. On attend l'imprévu. Voilà, on attend l'imprévu. On revient au vent. C'est ça. Début. En tout cas, un grand merci pour merci cette beaucoup, escale Jeanne. de Jeanne. Vous êtes venue de loin, vous êtes venue de Chambéry. En plus, tout est en travaux dans le quartier, tout était en travaux, donc on a migré à la terrasse des Ondes et il y a beaucoup de bruit, mais ce n'est pas grave, on est dans la vie. Et ça ne vous fait pas peur, la Oui, vie, voilà. Et les travaux sont quand même très prometteurs parce que c'est une source d'avenir. Voilà, super. On pense être de ce côté de la fenêtre. Moi qui habite Paris, qui est pleine de travaux, je vais penser à ça dorénavant. Un grand merci. Merci beaucoup. beaucoup, Vous demander, vous aimez la musique? Oui, j'aime beaucoup la musique. Qui est votre musicien ou votre chanteur préféré? J'aime beaucoup Beethoven. Beethoven. Oui. Et en chant? En chant, Grégoire. Vous pouvez chanter quelque chose? Ah non, je n'ai pas de talent musical. J'ai essayé une fois d'apprendre à jouer de la trompette, mais ça n'a pas été une grande réussite. Ça n'a pas été une grande réussite. Bon, c'est nous qui devons juger de ça, pas vous. Voilà, en tout cas, un grand merci. C'était beau, c'était vivifiant, c'était romantique aussi. En même temps, nous sommes, je dirais qu'on va attendre avec vous le vent. Mais on est plein d'espérance. Merci beaucoup. Merci. C'était donc l'escale de Jeanne avec Marie-Gabrielle Mestre autour de son roman Les Noisettes Vertes. Un grand merci. Merci Jeanne.